Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Urbanité verte. Aujourd'hui, on s'attaque à une question essentielle pour nos villes. Comment on fait pour rendre notre urbanisme plus sobre en carbone? Pour ça, on va s'appuyer sur des documents assez récents, issus d'un webinaire de l'ADEME et Cadres de Ville. L'idée, c'était d'explorer comment intégrer ces mesures bas carbone dans les documents d'urbanisme. Oui, bonjour. Et c'est vrai que le contexte, il est brûlant, hein. On a cette urgence climatique, l'objectif de neutralité carbone en 2050, et puis cette étape-là, 2030, moins 50% d'émissions par rapport à 1990. C'est l'objectif du projet de SNBC3, la stratégie nationale bas carbone. Exactement. Et les territoires, ils sont en première ligne. Du coup, la planification urbaine, surtout via les PLU, les plans locaux d'urbanisme intercommunaux, ça apparaît vraiment comme un levier important. Notre but aujourd'hui, c'est de décrypter un peu tout ça. Qu'est-ce qui marche? C'est quoi les défis? Comment on fait pour que ça soit vraiment efficace? Tout à fait. Et au cœur de tout ça, il y a une étude clé publiée par l'ADEME en 2024. Son titre, le PLUI au service de la transition bas carbone. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle ne se contente pas de lister des bonnes idées, elle évalue vraiment 10 mesures concrètes. Ça couvre le bâtiment, la mobilité, l'aménagement, et avec une double analyse, quantitative, on calcule le CO2 évité avec la méthode QuantiGS, et qualitative, avec les retours des acteurs de terrain. D'accord. Alors, si on commence par le bâtiment, qu'est-ce qui ressort de cette étude? Eh bien, premier constat, et ça peut un peu surprendre, c'est surtout en agissant sur les bâtiments existants qu'on a les plus gros potentiels de réduction de gaz à effet de serre. Ah oui, pourquoi ça? Tout simplement parce que le neuf, lui, il est déjà soumis à des règles assez strictes, comme la RE 2020, la réglementation environnementale 2020. Par contre, attention, l'étude dit aussi que l'impact d'une mesure prise toute seule, il reste souvent assez modéré. D'accord. D'où l'idée forte qui ressort, il faut penser en bouquet de mesures. Il faut combiner les choses, par exemple, la rénovation thermique avec un système de chauffage décarboné, mais la priorité numéro un, ça reste quand même de baisser les consommations d'énergie. C'est intéressant, cette histoire de se concentrer sur l'existant et l'approche combinée, le bouquet. Mais si l'impact d'une seule mesure est modéré, euh, est-ce que ça veut dire que le PLUI, comme outil, il est peut-être moins puissant qu'on l'imaginait pour le bâtiment? Ou alors, est-ce que cette logique de bouquet, elle s'applique aussi à la mobilité? Là, ça a l'air encore plus compliqué, non? La logique du bouquet, elle est essentielle un peu partout, c'est vrai. Mais la mobilité, oui, elle a ses spécificités. En gros, les gains, ils viennent surtout de deux leviers. Le report modal, c'est-à-dire moins de voitures individuelles, plus de vélos, de marches, de transports en commun. Le classique, oui. Et puis, la réduction des distances à parcourir. Et c'est là qu'intervient ce concept de ville des courtes distances. C'est ce que vise par exemple l'île métropole en encourageant la mixité fonctionnelle. Mélanger les logements, les bureaux, les commerces, les services, pour qu'on ait moins besoin de se déplacer loin. D'accord. Mais comme pour le bâtiment, il faut être réaliste. L'efficacité d'une mesure, elle dépend énormément des changements réels de comportement des gens. On ne change pas ses habitudes juste parce que c'est écrit dans un PLUI, hein. Non, c'est sûr. Il faut que ça s'accompagne d'une amélioration du cadre de vie, d'une politique de mobilité globale qui soit vraiment attractive. Justement, vous parliez de Lille. Est-ce qu'on a des exemples un peu concrets de ce que ça peut donner? Oui, alors Lille parle beaucoup sur cette mixité fonctionnelle pour réduire les déplacements qu'on est obligé de faire en voiture. Une mesure spécifique qu'ils ont étudiée est estimée à un gain potentiel d'environ 60 kg de CO2 évités par habitant et par an. 60 kilos par habitant. Ça peut sembler peu comme ça, mais si on le multiplie à l'échelle d'une métropole, Exactement, ça commence à compter. Et puis à Bordeaux Métropole aussi, qui mise beaucoup sur la préservation de la pleine terre. la pleine terre, c'est-à-dire les sols non bétonnés. C'est ça, les sols perméables, naturels. Ils ont même instauré un coefficient de végétalisation dans leur PLUI qui impose un minimum de surface plantée, perméable sur chaque projet. L'objectif premier, c'est la nature en ville, le rafraîchissement l'été, la gestion de l'eau, la biodiversité, ce qui est déjà énorme en soi. Oui, les fameux co-bénéfices. Voilà. Le gain carbone direct, par la séquestration du CO2 par les plantes, il est peut-être plus limité, mais ça devient intéressant indirectement. Notamment via les économies d'énergie pour la clim en été, grâce à la fraîcheur apportée par cette végétation. C'est pas négligeable. Donc ce qu'on voit à travers ces exemples, et puis les retours d'expérience, comme ceux du réseau Planifie Territoire, c'est qu'il n'y a pas vraiment de solution toute faite, de recette miracle.
Non, exactement. C'est toute l'importance d'avoir une approche qu'on dit systémique et surtout adaptée au contexte. Ce qui marche à Lille ne marchera pas forcément tel quel à Bordeaux ou ailleurs. Faut vraiment adapter les mesures au type de bâti local, aux ressources énergétiques disponibles, à la culture des déplacements. Et puis, il suffit pas d'écrire la règle dans le PLUI. Ça, c'est une chose. Oui, il faut que ça suive derrière. Voilà, il faut accompagner ceux qui portent les projets et surtout, il faut vérifier que les mesures sont bien appliquées sur le terrain. Et ça, c'est un vrai défi pour les collectivités. C'est le côté opérationnel. D'accord. Donc si on essaie de résumer un peu tout ça, les documents d'urbanisme, comme le PLUI, ce sont bien des outils qui ont un vrai potentiel pour guider les territoires vers le bas carbone. Oui, le potentiel est confirmé. L'étude de l'ADEME et les exemples concrets le montrent bien. On a toute une palette d'actions possibles. Mais l'efficacité réelle, elle vient pas d'une mesure magique isolée. Elle vient d'une approche qui est intégrée, pensée pour le contexte local et qui combine plusieurs actions en synergie sur le bâti, sur la mobilité, sur l'aménagement. C'est vraiment ce bouquet dont on parlait. Et il ne faut pas oublier les co-bénéfices, le cadre de vie, la santé, l'adaptation au changement climatique. Souvent, ce sont des moteurs tout aussi importants que le carbone lui-même pour faire bouger les lignes. C'est très clair. Ces documents fixent un cap, des règles, c'est important. Mais ça soulève une dernière question, peut-être pour une prochaine discussion. Au-delà des pourcentages de pleine terre ou des normes qu'on inscrit dans les PLUI, la vraie question, au fond, c'est pas de savoir comment on crée l'adhésion de tout le monde. Comment on accompagne les changements profonds, parfois difficiles, dans nos façons de vivre, qui sont indispensables si on veut vraiment atteindre ces objectifs bas carbone, et que là ne reste pas juste de l'encre sur du papier. Voilà une piste de réflexion.